Ça pourrait, ça devrait. Moi, je soutiens les gens qui veulent un départ à la retraite beaucoup plus tôt. Moi, je défends la retraite à 60 ans. On a les moyens. 60 ans. Mais bien sûr. L'argent existe. Pas évident. Vous voyez les bénéfices qui sont faits par les multinationales, par les entreprises. Il y a un moment donné où on doit partager. Il faut à nouveau une pensée du travail. Il faudrait que les hommes politiques pensent et réfléchissent, mais c'est pas leur boulot. Et 8h03, c'est l'invité de Christian Acarian. Bonjour Michel Onfray. Bonjour. Michel Onfray, on ne vous présente plus. Vous êtes fondamentalement philosophe au départ, mais vous êtes aussi un essayiste, un polémiste, un homme engagé, un homme qui défend des grandes causes, et vous pesez de tout votre poids, en particulier quand vous publiez des livres comme celui qui vient de sortir, chez Albin Michel, Michel Onfray, Foutriquet. C'est un titre tout simple qui, quand même, réservé à des gens cultivés. Expliquez-nous pourquoi. Oui, je raconte ça sur la 4e de couverture, sur le dos du livre, parce que je ne voudrais pas qu'on croie que c'est juste une insulte. C'est une insulte, c'est une insulte, disons, historiquement datée. Emmanuel Macron a fait savoir que la commune était un moment d'opposition entre certains gauchistes, on dira, des communards, qui revendiquaient les questions sociales, et d'autres gens de gauche, des républicains, comme Adolphe Thiers ou Galifet, qui est le boucher de la commune, comme on a dit. Et c'était très intéressant de l'entendre dire que finalement, c'était pas la gauche et la droite qui s'opposaient dans cette aventure, mais deux façons d'être de gauche. Peut-être un peu les gilets jaunes avec les communards, et peut-être un peu Adolphe Thiers avec Emmanuel Macron. Et comme il nous a dit que effectivement la République s'était réfugiée à Versailles, à cette époque-là, je me suis dit, ben voilà, finalement, que Emmanuel Macron nous dit qu'il est un Versaillais. Et comme qu'il endosse l'habit de Monsieur Thiers. Absolument. Et donc, comme les communards avaient donné un certain nombre de surnoms à Thiers, et qu'il y avait parmi ces surnoms le surnom de Foutriquet, je n'ai pas besoin de traduire, on voit un petit peu l'étymologie, ce que ça peut signifier. Je crains, oui. Et Vallès, d'ailleurs, utilise ce mot pour qualifier Thiers dans l'un des volumes de Jacques Vintra, L'Insurgé. Il y a une très belle trilogie, d'ailleurs. Je me suis dit que ça lui allait comme un gant. Oui, c'était donc le nom de Monsieur Thiers, ce bon Marseillais, Monsieur Thiers, si impopulaire dans les livres d'histoire qui ont été écrits par un catéchisme républicain, il faut bien le dire. C'est pas faux. Un peu communard et assez anti-versaillais. Monsieur Thiers qui était très petit de taille, et ça commence par là, Foutriquet. C'est quelqu'un d'assez petit, mais tellement petit que vous le définissez, je vous cite, en l'occurrence Emmanuel Macron, donc, comme un enfant roi qui, dans le magasin, ne convoite pas un ou deux jouets, mais les veut tous en même temps. Oui, c'est le sens de son fameux « en même temps ». Quand il est arrivé au pouvoir, il n'avait pas 40 ans, il avait l'Assemblée nationale avec lui, il avait le Sénat avec lui, il avait la finance, la banque, les journalistes avec lui, il avait le peuple avec lui, puisque le peuple avait massivement voté pour lui, et il y avait 2 ou 3 personnes qui peut-être doutaient un petit peu de ce qu'il était ou de ce qu'il faisait. Il y avait à l'époque, les noms avaient été donnés dans le journal du dimanche, Michel Houellebecq, Éric Zemmour, Finkielkraut et moi-même. Et il estimait que nous étions insupportables, que nous faisions fonctionner un logiciel du siècle dernier, et que une cellule avait été mise en place, ça avait été dit par sa plume à l'époque, Monsieur Faure, et que cette cellule, d'ailleurs, était forte de Michel Serres et de Pierre Nora, pour lutter contre les idées qui étaient les nôtres. Et je me suis dit, mais voilà un personnage qui n'aime pas qu'on ne soit pas d'accord avec lui, qui ne supporte pas qu'on ne soit pas d'accord avec lui. Et j'avais trouvé que c'était un peu beaucoup pour un personnage qui, de fait, se comporte comme un enfant roi. Il veut que tout le monde l'aime, et si tout le monde l'aime sauf une personne, le problème, c'est cette personne, il veut absolument la conquérir. C'est d'ailleurs pourquoi vous écrivez, je vous cite encore, « Il n'aime que les intellectuels aux ordres, et quiconque n'est pas à sa botte pratique la trahison, donc est un traître. » Pourtant, il a une certaine pratique en matière de trahison. Ah oui, absolument, c'est un roi de la traîtrise. et en même temps, c'est mensonge perpétuel. Le premier jour, il nous dit « Ah, mais la fonction est tellement importante que je me mets au travail le soir, et à 20h30, au journal, on nous fait savoir qu'il a fait une petite fiesta, que dans cette petite fiesta, il a invité des intellectuels, parmi lesquels Stéphane Bern et les frères Bogdanov, donc dont l'un vous n'y allez pas par 4 chemins. Je ne vous donne que des infos, là. C'est vraiment, tout ça est vérifiable. Il nous avait dit je travaille, pas de fiesta, il fait une fiesta, et à la sortie de cette fiesta, Bogdanov et Stéphane Bern. Donc on a le droit de sourire de tout ça. Oui, ce que vous faites dans ce livre, je rappelle donc son titre Foutriquet aux éditions Albin Michel, 360 pages, particulièrement enlevées, parfois assez féroces, dans lesquelles vous faites effectivement très attention à rester informé et à ne pas vous livrer à un délire ad hominem, si j'ose dire,
vous étayez votre propos et vous allez chercher d'ailleurs très profond dans les racines philosophiques, les courants de pensée, et vous rattachez Emmanuel Macron à beaucoup de courants, mais fondamentalement à une notion de synthèse. Et là encore, je vous cite, Macron, dites-vous, c'est en même temps Mitterrand et Chirac, Sarkozy et Hollande. Si bien qu'il y en a pour tous les goûts, et finalement on se demande qui est macroniste et qu'est-ce que le macronisme? D'abord, je vous remercie de constater que c'est pas un livre d'attaque ad hominem, que c'est un ouvrage polémique contre une vision du monde que j'appelle la vision maastrichtienne. C'est même un ouvrage, si vous me permettez de vous interrompre, un tout petit peu suranné, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'un libelle fin 19e siècle, écrit à l'époque où les intellectuels, franchement, ne mâchaient pas leurs mots, alors que depuis, la diatribe est passée un petit peu de mode. Là, on retrouve des classiques. Je dirais qu'il y a une espèce d'écriture classique dans ce livre. C'est un compliment, je vous remercie. De fait, il n'y a pas d'attaque ad hominem, il n'y a pas de scatologie, de grossièreté, de vulgarité, il n'y a rien de tout ça. Il y a un moment donné où il est question d'un doigt d'honneur, mais c'est lui qui a choisi le registre du droit d'honneur. Si, vous le traitez d'emmerdeur en disant que c'est lui qui a utilisé le verbe. Non, voilà. je dis que quand il utilise le mot emmerdeur, quelque chose du genre, c'est celui qui le dit qui est. Donc, effectivement, moi je n'utilise pas ces mots-là. Je n'aime pas la grossièreté, la vulgarité, mais je trouve qu'il est très grossier, très vulgaire de faire des références scatologiques quand on est chef de l'État. Non, moi je lutte contre un système que j'appelle le système maastrichtien et qui fait que nous sommes dans une grande machine européenne libérale et que le libéralisme, alors moi j'aime l'Europe évidemment, je connais personne qui n'aime pas l'Europe d'ailleurs, mais c'est le libéralisme. Alors vous défendez la civilisation européenne. Absolument, judéo-chrétienne et européenne, en estimant que le maastrichtien veut ce qu'on appelle ça réifier le monde, c'est-à-dire le transformer en choses et en objets. Il faut qu'on puisse acheter, vendre ou louer les sentiments, les émotions, les sensations, les perceptions. Et on vend aujourd'hui des enfants, des utérus, des ovocytes. Et donc je trouve ça inadmissible. Ça n'est pas mon projet de civilisation. Et ce sont des gens de droite et de gauche qui défendent ce projet-là. Et moi qui me sens de gauche, mais une gauche plutôt proudhonienne, je dis, mais je ne défends pas ça. On ne doit pas marchandiser tout, objectiver tout, réifier tout. Et le projet d'Emmanuel Macron, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de place pour l'humain, pour l'humanité, pour ce que Orwell appelait la décence commune. C'est-à-dire une espèce de vertu naturelle pratiquée par des gens de bon sens. Est-ce qu'il n'y a pas, chez Emmanuel Macron, un très fort sens du marketing, beaucoup plus que de la politique avec un grand P? Complètement, mais c'est les deux, ce sont les deux. C'est-à-dire qu'il fait de la politique une affaire de marketing. Donc il cible des clientèles, il adapte son discours à ses cibles, et comme il est très habile et très intelligent et très brillant, il faut bien le dire, eh bien il paraît convaincant. Il a l'intelligence du mal, je dirais. Parce que, effectivement, qu'est-ce qu'il nous vend comme produit? Moi, je ne suis pas contre le commerce, je ne suis pas contre le fait que des gens aient des produits à nous proposer. Encore faut-il que ces produits soient de qualité. Et je ne pense pas, par exemple, que les produits d'Emmanuel Macron soient des produits de qualité. Cette idée de faire travailler les gens le plus longtemps possible, cette idée de justifier, par exemple, les fameuses interruptions médicales de grossesse, qui justifient qu'on puisse avorter jusqu'à presque l'âge de la naissance, simplement parce que l'enfant n'est plus un projet, pour des raisons psychosociales. Je trouve ça terrible qu'on puisse marchandiser les corps des femmes, qu'on puisse aujourd'hui justifier la gestation pour autrui. Ça ne se fait pas en France, mais finalement, quand c'est fait ailleurs, à l'étranger, on tolère que ces gens reviennent et on ne leur pose aucun problème. Si c'est pas ça, la réification, l'objectivation ou la chosification des femmes, je ne trouve pas plus misogyne comme façon de faire et de procéder. Et ce ne sont pas effectivement les valeurs que je défends. Je défends des valeurs judéo-chrétiennes, bien que ne croyant pas en Dieu, en estimant qu'il y a à sauver une civilisation, si tant est qu'elle puisse encore l'être, à sauver une civilisation contre ces gens qui travaillent à l'abolition de la civilisation, de la nation, du pays, de la culture française, qui nous disent bah, ça n'existe pas, ça n'existe plus la culture française. Il y a des cultures en France, comme nous dit Emmanuel Macron. Des cultures au pluriel. Oui, c'est ça, des cultures en France. Non, il y a une culture française. Racine, ça existe, Voltaire, ça existe, Montaigne, Rabelais, Rameau. Ce sont même les autres cultures qui se sont agrégées à celle-ci. Je ne vous fais pas dire. À la matricielle, à la principale, plutôt que l'inverse. Absolument, on pourrait même expliquer en quoi la décolonisation a été inventée par l'Europe judéo-chrétienne. Et si elle n'a pas inventé la colonisation, l'Europe, mais elle a inventé la décolonisation. Donc tous ces Frantz Fanon et quelques autres, ou même les philosophes du XVIIIe, sont des gens qui ont pensé la question noire, comme on disait à l'époque, et qui ont rendu possible des pensées de l'émancipation. Donc je n'aime pas qu'on puisse détester cette civilisation qui a été grande et belle.
Alors, puisque vous nous tendez la perche, je m'adresse quand même à l'auteur d'un traité d'athéologie, en 2 tomes d'ailleurs. Non, en un seul. N'exagérez pas. Athéo, un traité d'athéologie assez conséquent, assez épais, où vous étiez très emporté. Pas tant que ça non plus, il est pas si épais que ça. Je vois que vous le voyez comme une encyclopédie en plusieurs volumes. Je me souviens de passages consacrés à l'apôtre Paul qui étaient assez durs quand même. Oui, c'est vrai. Vous l'avez pas épargné. Or, c'est quand même le génie qui invente le christianisme. Hélas. Hélas. Oui, parce que moi j'adore Jésus. Je pense que le grand homme du christianisme, c'est Jésus. Qu'ensuite, il y a le Christ. Après, il y a Paul. Et pour finir, il y a Constantin. Et donc, je faisais effectivement la généalogie d'une construction d'un christianisme que probablement, si vous me permettez de le dire ici, Jésus n'aurait pas beaucoup aimé. Pour moi, Jésus, c'est l'homme de la paix, de la tolérance, de la douceur, du partage des offenses, de l'amour du prochain. Et ce Jésus-là n'est pas un créateur d'empire. Et Saint Paul, vous le savez bien, l'iconographie le représente avec un glaive. Alors on me dit toujours, mais non, mais pas du tout, c'est le glaive qui est le signe de sa mort. Le glaive de son exécution, oui. Bah oui, mais alors pourquoi Saint-Pierre, par exemple, est représenté avec des clés? Donc on n'a pas tué Saint-Pierre avec des clés. Donc je pense que Saint Paul est l'homme du glaive parce que, la chose est dite dans les épîtres, et très précisément, c'est l'homme de l'autodafé. Je vous rappelle qu'il assiste à un autodafé et qu'il justifie l'autodafé. C'est l'homme de la haine du corps, des désirs, des passions, des pulsions, des femmes, etc. etc. Donc oui, vous avez raison, j'ai chargé la barque concernant Paul, mais pas sur Jésus. Vous ne trouverez rien de désagréable chez moi sur Jésus. Ce que je voulais dire, c'est que on a l'impression quand même que vous revenez sur certaines choses. Pas du tout. Que vous avez dites dans le traité de la théologie aujourd'hui, quand vous encensez la civilisation juive chrétienne. Non, oui, c'est pas pareil. Vous avez raison. Il faut que je précise. Oui. D'abord, ce sont pas 2 volumes, mais 3 parties dans un même livre. Et il y avait une partie consacrée au judaïsme, une autre au christianisme, une autre à l'islam. On a beaucoup oublié que j'avais été sévère avec ces 3 religions. Et ça m'a permis de m'en prendre plein la figure avec les 3 religions. Peut-être d'ailleurs avec une mention spéciale pour le christianisme, les chrétiens qui ont été extrêmement violents à l'époque, en ne m'attaquant pas sur ce que je disais. Je dis par exemple que Mein Kampf n'est pas un index. Voilà, c'est un fait, factuellement. Mein Kampf n'a pas été mis à l'index. En revanche, Bergson s'y trouve, Descartes s'y trouve, Malebranche, Spinoza, Sartre, Beauvoir, etc., etc. Donc je donnais factuellement des précisions. Oui, des données historiques. Voilà, et on aurait pu m'attaquer là-dessus, ce qui n'a pas été fait. Donc je ne crois pas en Dieu, mais en même temps, je serai chrétien, je me plaindrai. Je plaindrai Michel Onfray de ne pas croire en Dieu, de ne pas avoir la grâce. Je rendrai Dieu responsable du fait qu'il n'ait pas donné à Michel Onfray la grâce de croire. Donc, je pratiquerai l'amour du prochain et le pardon des offenses, si tant est qu'il y ait eu offense en écrivant un livre comme celui-ci. Donc, je pense que Jésus a existé comme une figure conceptuelle et historique, annoncée par les Juifs, et que les chrétiens en ont fait une figure réelle. Ça, c'est toute l'histoire de l'incarnation. Je viens de recevoir d'ailleurs hier chez moi 15 volumes de patristiques que j'ai achetés d'occasion sur Internet, et je suis très heureux de voir comment en 10 siècles se constitue le christianisme intellectuellement. Vous allez les lire? C'est 26 volumes, je crois. Ah oui, ça... je ne vais pas les lire en entier, mais en revanche, il y a un 26e volume qui est fait de tables, et il y a des questions que je vais travailler. La question de la parousie, la question de l'âme, la question du corps glorieux, enfin, toutes ces choses-là me semblent très intéressantes. Ceci dit, je vais pas faire l'éloge de Maurras, mais Maurras dit on peut ne pas croire en Dieu, mais défendre la chrétienté. Oui. Et que on n'a pas besoin de croire en la possibilité pour Jésus d'être le Fils de Dieu. Qu'il n'était pas chrétien, mais qu'il se sentait catholique. Oui. Alors moi, je dirais que je relève de la chrétienté, et que en ce sens, la chrétienté, c'est pas que Saint Paul. C'est aussi Bach, c'est aussi toute la peinture, toute la littérature, toute la musique, toute la philosophie. 80% de notre civilisation, de notre patrimoine culturel, architectural, bien sûr, toponymique, toutes les villes ou les villages de France qui commencent par Saint ou Sainte, tout ça, c'est l'œuvre. Mais moi, j'ajouterais 100%, même je dirais 100%, puisque même l'athéisme procède du christianisme, et que la critique du Dieu des chrétiens est une critique chrétienne. Et bien ça, on ne va pas rentrer dans le détail. Vous êtes hegelien, donc, là-dessus. Ah, c'est pas totalement faux. Il faudrait qu'on rentre dans le détail, mais oui. Par exemple, Richard Simon, qui est le père de l'exégèse biblique, fait tout un travail extrêmement intéressant. Ou même le curé Mélier, qui, nonobstant, est athée. Mais je veux dire qu'il y a une façon de pratiquer plus loin, théologie, qui me paraît très intéressante et qui a constitué notre Occident.
par exemple, la querelle des iconoclastes ou des iconophiles. C'est passionnant. C'est pour ça aussi que j'ai acheté ça. Et j'ai aussi acheté une immense histoire des conciles. Hélas, on a perdu tout ce qui concerne ces conciles concernant la question de l'image. Mais si le christianisme, je dis on, vous voyez, si le christianisme avait été iconoclaste, nous n'aurions jamais inventé la photographie ou le cinéma. Absolument. Et qu'est-ce qu'une civilisation sans cinéma, sans images animées, c'est-à-dire une civilisation sans télévision, sans Internet, sans peinture, toute la peinture italienne de la Renaissance. Voilà. Donc c'est ça que je défends. Oui. Donc je pense qu'on peut d'une part dire que Dieu n'existe pas. C'est ma position, que Jésus est un personnage conceptuel qui n'a qu'une épaisseur intellectuelle, et c'est beaucoup, mais pas de réalité historique. Et puis ajouter que cette civilisation qui s'est construite sur ce que j'appellerais une fiction, j'espère ne pas blesser nos auditeurs, mais que cette civilisation qui s'est ainsi construite, elle est à défendre, parce que tant qu'à faire, si je compare cette civilisation avec toutes celles dont j'ai pu apprendre telle ou telle chose, parce que j'ai lu un certain nombre de choses sur d'autres civilisations, je me dis c'est quand même, je veux dire, pas la plus belle du monde, mais presque l'une des plus belles du monde. C'est quand même un chef-d'œuvre. Je le pense. Revenons à Foutriquet, ce livre que vous publiez chez Albin Michel. Nous sommes à quelques jours à peine de l'élection, qui aura lieu le week-end prochain. Comment voyez-vous les choses, ce premier tour ? D'abord, vous avez raison de dire que l'élection aura lieu le week-end prochain, parce qu'elle sera jouée le soir du premier tour. Je pensais pas avoir autant d'esprit en faisant cette formulation. Mais je pense que le deuxième tour... j'en sais rien. Expliquez-nous alors, pourquoi ça va avoir lieu le premier tour ? Parce que tout est fait pour qu'on puisse tout tolérer pendant des années. Marine Le Pen est invitée à des émissions d'1 heure, on lui demande quelle est sa relation à ses chats. Si elle aime les chats, oui, c'est ça. Voilà, oui. Et elle est tout à fait présentable, elle est gentille... etc., etc. Et puis entre les deux tours, elle devient nazie, elle devient fasciste, elle devient vichiste, etc., etc. Souvenez-vous que la dernière fois, entre les deux tours, alors que l'élection était déjà gagnée le soir du premier tour, Emmanuel Macron a trouvé moyen d'aller une semaine, une fois à Oradour-sur-Glane et une deuxième fois au musée mémorial de la Shoah à Paris. C'est-à-dire que Marine Le Pen, si chacun a bien compris, c'est la division das Reich et c'est l'Holocauste et 6 millions de morts à Auschwitz. Pourquoi est-ce qu'on peut dérouler un tapis rouge à quelqu'un pendant 5 ans, quelqu'un qui serait pour le coup das Reich et Adolf Hitler et à Auschwitz en même temps? Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il faut absolument pousser cette dame le plus loin possible pour qu'au deuxième tour, on puisse la diaboliser de façon à ce que finalement le candidat maastrichtien soit élu. Le bien, le mal. C'est-à-dire, on a d'un côté Jean Moulin et de l'autre côté, on a Adolf Hitler. Et on nous demande de choisir. Et donc, évidemment, tout le monde y va en ce sens, en disant, on n'a pas le choix, on fait barrage contre le fascisme, etc., etc. Et la fois prochaine, il me semble que ça peut ressembler à ça. Et si ça ne ressemble pas à ça, Marine Le Pen a de toute façon tout fait pour montrer qu'elle était devenue maastrichtienne. Elle touche plus à l'euro, elle touche plus à l'Europe, au marché, à Schengen. Ça n'est plus un problème. Jadis, elle se mélangeait les pinceaux avec les écus, avec l'euro, avec le franc, la parité. Comme elle l'a fait avec le débat, au cours du débat avec Emmanuel Macron. Et là, elle a dit, messieurs et mesdames les banquiers, les fiscalistes, les professionnels de l'entreprise, etc., voyez, j'ai changé de cheval, donc je suis plus la même, j'ai mis à la porte Philippot, qui était un frexiteur, etc., etc. Et donc, vous voyez que je suis devenu fréquentable. Donc, je pense que même si elle arrivait au pouvoir, il y aurait quelque chose comme une espèce de jurisprudence Tsipras, et qu'elle mettrait 3 semaines à s'aligner. Est-ce que vous croyez qu'on peut avoir droit à une surprise dimanche prochain ? Je pense que les sondeurs ne sont de rien, sont de le vide, parce que il y a à peu près 40% des gens qui ne savent pas encore ce qu'ils vont faire. Je suis venu vers vous en taxi et j'ai une longue conversation avec un monsieur qui est d'origine vietnamienne et qui m'expliquait que vous êtes Michel Onfray, etc. On a parlé des élections. Et il me dit, j'ai hésité entre Zemmour et Macron. Oui, c'est pas banal. Et puis il me dit, mais parce que sur l'immigration, ce que dit Zemmour, c'est très très bien. Je dis, mais pourquoi vous avez hésité entre... il me dit, mais de toute façon, j'hésite plus, maintenant je vais voter Macron, me dit-il. Et il me dit, c'est la guerre en Ukraine. Et donc, vous voyez comment les gens pensent, c'est-à-dire que sur une chose, il semblerait que Zemmour soit le candidat de Poutine, donc c'est fini. Voilà. C'est-à-dire que nombre de gens qui ne disent pas aujourd'hui qu'ils vont voter ou pas voter, etc., se décideront dans les dernières, je veux dire presque dans les dernières minutes, peut-être même en allant voter. Donc oui, la surprise est possible.
Merci beaucoup Michel Onfray, auteur de Foutriquet chez Albin Michel, une diatribe qui a évidemment Emmanuel Macron pour cible, un sujet d'actualité, c'est le moins qu'on puisse dire.